M. Harry Durimel, qui est maire de Pointe-à-Pitre et avocat, et M. David Riman, qui est député de la Guyane et président de la délégation d'outre-mer à l'Assemblée nationale. Alors, gouverner, c'est prévoir, et quand on ne prévoit pas, on ne peut pas gouverner. Et on demande aux maires de la France hexagonale, mais surtout aux maires d'outre-mer, de tout prévoir. De prévoir à la dernière minute la construction d'une école. Pardon ? De prévoir la construction d'une école, la réfection de toits. On sait que les territoires d'outre-mer sont sujets aux aléas climatiques, aux cyclones, et on sait que tout doit être dans l'urgence. Mais l'urgence ne peut pas, tout n'est pas urgent, et en tant qu'avocat, on a souvent un contentieux lié à l'urgence, puisque les acheteurs publics se précipitent pour passer des marchés sans respecter les procédures, en se disant finalement c'est urgent, on va le faire quand même. Il y a l'urgence que nous on pense qui est urgent, et il y a l'urgence objective. C'est-à-dire on ne peut pas décider que c'est urgent parce qu'on se fait à la dernière minute. Donc il y a, en droit, il y a deux critères, c'est l'urgence simple et l'urgence impérieuse. C'est vrai que les procédures de passation de marché doivent être suivies rigoureusement. C'est vrai que les procédures sont compliquées, mais on est obligé de suivre la procédure et on ne peut pas, s'en passer. Donc là, ce que je voulais dire aussi, c'est que compte tenu de tout ça, compte tenu de notre éloignement, compte tenu du fait qu'on subit les aléas climatiques, ça arrive aussi que le maire et le député, si jamais la route est défaite, si le pont est cassé, il faut qu'à tout moment, il faut qu'il reconstruise le pont. Il n'a pas le temps de passer par la procédure de marché public, par la procédure d'appel d'offres. Il faut qu'il passe par la procédure de gré à gré. Et à ce moment-là, il risque quand même le délit de favoritisme, parce qu'on va lui dire pourquoi vous avez choisi cet entrepreneur-là plutôt que celui-là. Et c'est vrai aussi que le fait que ça soit urgent ne justifie pas, ne suffit pas à justifier le fait qu'il ait choisi cet entrepreneur. Alors je vais poser la question à M. Harry Durimel d'abord, puisque Pointe-à-Pitre, c'est une ville que je connais bien. C'est une ville que je connais bien, c'est la ville où je suis né. C'est la ville où je suis né. C'est la ville qui subit chaque jour une perte de population. C'est la ville qui subit aussi tous les problèmes de montée de la mer. C'est une ville compliquée. Je vais demander à M. Durimel comment il arrive à allier les contraintes de sa fonction avec l'urgence et les territoires. Mais merci à tous. Je voudrais déjà remercier le CNB de nous inviter à l'occasion de ce congrès des maires pour partager notre expérience. Donc le sujet étant quelles contraintes pour les maires d'outre-mer face aux situations d'urgence auxquelles sont confrontés leurs territoires. Les contraintes ne sont pas que juridiques et elles ne tiennent pas qu'à celles qui sont prévues par le code de la commande publique, qui certes c'est un formalisme qui doit protéger les deniers publics, qui doit nous contraindre à respecter la mise en concurrence. Mais les contraintes de la petite ville dont je suis le maire sont de plusieurs ordres. Il n'y a pas que les contraintes juridiques tirées du code de la commande publique, il y a les contraintes même d'être une région ultra-périphérique. C'est déjà nous exclure que de nous situer comme étant périphérie de la République, et à 8000 km, c'est vrai que le temps de réaction, de réactivité n'est pas le même que lorsque les tempêtes ou autres aléas frappent le continent, la partie continentale de la France. Donc cette contrainte structurelle qui est la nôtre, d'être loin, de devoir faire remonter nos dossiers, de devoir répondre parfois à des appels à projets qui sont lancés du centre
de façon très jacobine, parce qu'on sait comment la France est gérée au centre. Donc lorsqu'on lance des appels à projets au niveau national, nous avons à peine le temps de nous en saisir. Nous n'avons pas toujours l'ingénierie qu'il faut pour pouvoir répondre dans les délais. Donc c'est déjà une contrainte que d'être éloigné du lieu où se prennent les décisions. Et nous déplorons qu'il n'y en ait pas plus qui soient prises plus près de nous et que les normes auxquelles on nous demande de nous conformer ne soient pas plus adaptées à nos contraintes, pour parler de contraintes structurelles qui font pour nous, qui sommes une ville littorale. Pointe-à-Pitre offre 11 km de son flanc à la mer. On a 11 km de littoral. C'est une petite commune de 2,6 km². Donc on pourrait penser que c'est facile à polir, à lustrer et à en faire une belle ville. N'empêche que c'est une ville-centre et qui s'est exposée aux contraintes de réunir dans la journée 2 ou 3 fois sa population reconnue. Et donc on se retrouve à devoir faire face à des obligations, des besoins, des contraintes, pour ne pas encore faire de la répétition. On se retrouve à devoir assumer des devoirs, des obligations qui dépassent largement la capacité budgétaire de la ville, puisque c'est une ville-centre où convergent toutes les communes de la Guadeloupe. Donc, contrainte structurelle, contrainte conjoncturelle, c'est une ville qui a connu un lourd déficit pour avoir été mal gérée pendant un certain temps. Et aujourd'hui, nous sommes dans une logique de redressement, on est dans une logique de résorption du déficit. Mais la population a des besoins qui ne peuvent pas attendre et ce n'est pas rentrer dans les mœurs les questions de déficit. Vous avez beau dire déficit, les gens ne traduisent pas cela comme étant l'incapacité de faire. Ils considèrent que s'il y a déficit, c'est que soit les élus ont volé l'argent, soit que le maire a mauvaise volonté, soit que c'est tout pour un mauvais maire. Et on a beau leur dire qu'il n'y a pas d'argent, ils pensent que les caisses ne sont jamais vides. On a beau leur dire que les budgets doivent être équilibrés par l'augmentation des impôts, mais ils ne veulent pas en entendre parler. Et donc, c'est ça les contraintes quotidiennes d'un maire. Et donc, l'avocat que je suis ne vit pas le code de la commande publique comme étant une contrainte insurmontable. Je considère qu'il faut nécessairement faire jouer la concurrence. Mais comme l'a dit mon ami et consoeur Yannick Otbar, des fois, le temps de la décision administrative n'est pas le temps du besoin. Lorsque les tempêtes, lorsque les intempéries frappent, on a besoin de pouvoir recouvrir son toit, on a besoin de pouvoir retrouver un abri sûr rapidement. Et le jeu de la mise en concurrence, des fois, ne peut pas être complètement respecté, même s'il y a aussi des procédures d'urgence pour pouvoir commander sans faire d'appel d'offres et autres. En plus, notre situation de région ultrapériphérique européenne, alors que nous sommes dans la Caraïbe, nous montre bien qu'on peut se retrouver, on est contraint de publier nos appels d'offres à l'échelle européenne à partir d'un certain seuil. Or, ce qui nous expose à devoir choisir une entreprise italienne, allemande, espagnole, dont on ne connaît pas du tout les dirigeants, et le dialogue avec ceux qui vont être appelés à réaliser pour nous l'infrastructure ou l'investissement que nous devons faire, eh bien, c'est des fois des gens qui ne parlent même pas notre langue et qui ne comprennent pas tout à fait nos spécificités. Donc, ces contraintes structurelles, la distance, l'éloignement, le droit, l'incompréhension des habitants, une certaine condescendance de Paris à notre égard, tout cela, pour moi, semble pouvoir répondre à la question comment les maires font face. Il faut faire preuve de pragmatisme. Il faut effectivement à chaque fois, aux confins même de la loi, aller savoir jusqu'où on ne peut pas aller trop loin. Et voilà, en gros, si je peux dire, mon expérience de praticien. S'il y a des échanges, des questions, je pourrais bien volontiers répondre à vos questions. Voilà, on m'a dit 5 minutes, donc je ne sais pas, j'ai peut-être pris 5 secondes, mais je suis là pour répondre aux questions le cas échéant. Voilà. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, pour la Guyane, Monsieur Riemann, est-ce que vous pensez que la Guyane, je sais que c'est un territoire qui est très... comme nous, on a des problèmes de... Enfin, bon, je vais revenir encore à ma casquette d'avocat. Il y a un problème d'accès au droit, puisque vous avez aussi des territoires où le droit ne passe pas, où l'accès à l'avocat est très compliqué. C'est un territoire très grand, parce que je pense que c'est le plus grand département de France.
J'imagine que la situation pour un député de la Guyane n'est pas facile. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Merci, donc bonjour à toutes et tous. Merci au CNB effectivement de nous avoir invités ce jour pour ce débat. Donc pour emboîter le pas ce que disait M. le maire Durimel, c'est sûr que la réalité de la Guyane n'est pas celle de la Guadeloupe ou d'aucun autre territoire. Chaque territoire ultramarin a ses réalités et elle vit avec cela. Ensuite, oui, c'est un fait. La manière dont sont gérés ces territoires-là, à 8000 km de Paris, pose un problème fondamental, un problème structurel, dans la mesure où jusqu'à aujourd'hui, les lois qui sont votées au niveau du Parlement français, lorsqu'on arrive sur le point outre-mer, c'est toujours fait en matière avec décret d'application ou de matière dérogatoire. Il n'y a pas de débat sur les territoires d'outre-mer au sein de l'Assemblée nationale. Et ça pose un problème pour la mise en œuvre de ces lois qui ne sont pas adaptées. Donc on parle des lois sur le volet législatif et on parle des normes en matière réglementaire. Et ça pose un problème de fond, d'adaptation par rapport à nos réalités. La Guyane, effectivement, c'est le plus grand territoire français hors, on va dire, continent européen. La Guyane fait 89 000 km², donc c'est la taille du Portugal ou de l'Autriche. Et la Guyane vit des moments compliqués dans la mesure où vous avez une partie du territoire qui est enclavée, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont, soit vous n'avez que le fleuve pour y aller, où il y a une commune qui est en plein centre de la Guyane qui s'appelle Saül. Il n'y a que l'avion, en fait, la voie aérienne pour se rendre à Saül, puisqu'il n'y a pas de fleuve qui arrive à Saül. Donc lorsque vous avez de telles réalités, c'est sûr que vous avez des Françaises et des Français qui sont automatiquement discriminés dans la mesure où ils n'ont pas accès à leurs droits fondamentaux, accès à l'eau potable, accès à l'électricité. Vous parlez d'avoir accès à un avocat. Pour certaines personnes, ça reste du domaine de l'imaginaire, puisque vous pensez bien, s'il n'y a pas de route, s'il n'y a pas de fleuve pour y arriver, vous pensez bien qu'il n'y a pas d'avocats qui sont installés dans ces lieux-là, dans ces contrées-là. Donc ça veut dire que nous avons des concitoyens qui n'ont pas accès aux droits, tout simplement, pour faire valoir les leurs. Ensuite, par rapport à ce qu'expliquait M. le maire, il est extrêmement compliqué, lorsque nous avons des catastrophes sur nos territoires, d'avoir la réponse adéquate. Pourquoi? Effectivement, de par notre éloignement géographique, les moyens mis en œuvre par rapport à nos réalités ne sont pas au niveau. On doit avoir tout sur notre territoire pour faire face à ce genre de choses-là. Et j'ai envie de dire plus aujourd'hui qu'hier, dans la mesure où on ira de plus en plus sur des situations climatiques assez compliquées pour nos territoires. Et donc, on doit avoir les moyens à répondre à cela. Ça me permet de mettre en avant le fait qu'on a le député Nilor de la Martinique qui va lancer, je l'espère, qui va être adopté le 30 novembre prochain au Parlement, une commission d'enquête parlementaire pour savoir les moyens qui existent sur chaque territoire ultramarin pour faire face à une catastrophe naturelle qui pourrait parvenir. On va vite voir de quels moyens sont dotés chaque territoire ultramarin pour faire face à cela. Et lorsqu'on est dans le monde de l'urgence, chacun de sa fenêtre va dire si c'est urgence ou pas, dans la mesure où il y a un enjeu de vie humaine ou pas. Après, il y a une partie sécurisation, une partie de mise en œuvre. Il y a toujours des éléments pour pouvoir plus ou moins dire si on est dans l'urgence ou pas. Mais au-delà de tout ça, moi ce que j'aimerais dire, c'est qu'il incombe à nous, élus en tout cas de nos territoires, tant au niveau exécutif, donc les collectivités municipales et après il y a la région, il y a le département et chez nous la collectivité territoriale, mais tant aussi au niveau parlementaire, de faire comprendre une bonne fois pour toutes au gouvernement, quel qu'il soit, et à l'État, donc le système étatique, que la manière dont est géré nos territoires depuis la bascule donc, de colonie à département en 1946 n'est pas au niveau, n'est pas adéquat, n'est pas digne de ce nom. On a encore je reprendrai les mots d'Aimé Césaire. Aimé Césaire avait carrément dit des départements à part entière ou entièrement à part. Donc aujourd'hui, la question se pose toujours. Sommes-nous vraiment des territoires français à part entière? Vu la réalité de nos territoires à différents niveaux, je pense que la réponse est clairement non. Donc à un moment donné, il va falloir arrêter l'hypocrisie qui règne tout le temps. On voit au niveau du Parlement, on voit dans les décisions qui sont prises. Je donnerai un exemple tout simple pour que les gens puissent comprendre comment les territoires sont traités. Lors du dernier projet de loi de finances, il y a ce qu'on appelle la continuité territoriale des lignes intérieures. Donc la Guyane, qui est un territoire vaste, le fait qu'ils soient enclavés à différents endroits, nous avons des lignes aériennes intérieures qui desservent les communes enclavées. La collectivité territoriale de Guyane donc, passe une DSP donc pour avoir une compagnie qui puisse faire ces lignes-là. Et la DSP coûte 10 millions d'euros. Et dans ce montage financier, il y a 8,5 millions qui est versé par la collectivité et 1,5 million par l'État. En mars dernier, le Sénat a rendu un rapport
qui demande, en fait, qui stipule clairement que l'État doit financer à minima 50% les lignes intérieures pour les communes enclavées. Donc, on fait un amendement dans ce sens-là. Donc, on demande pour la Guyane à ce que l'État passe de son financement d'1,5 million d'euros à 5 millions d'euros. C'est une augmentation de 3,5 millions. Le gouvernement a dit non. Ils ont refusé pour 3,5 millions d'euros. Et je ne fais pas de comparaison sur les difficultés ou sur les drames. Mais lorsque l'Ukraine a été attaquée par la Russie, nous on a pu voir l'année dernière, donc dans le projet de loi de finances rectificative 2022, le gouvernement a voté 4 milliards d'aides pour l'Ukraine en 30 minutes. Donc on est en capacité de verser 4 milliards d'aides en quelques minutes pour l'Ukraine. Et pour un territoire français, pour mettre 3,5 millions en plus, on ne sait pas le faire. Donc vous pensez bien maintenant que les gens, une fois qu'ils voient ça, ils se disent, bon finalement, nous ne sommes pas des Français à part entière, comme certains voudraient le faire le croire. Donc voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Merci, merci. C'est clair, en tout cas. Bah oui, Mais j'ai assisté à un débat samedi au Sénat sur les enjeux institutionnels en Guadeloupe. Et j'avais l'impression que les élus disaient qu'en Outre-mer et singulièrement en Guadeloupe, on avait du mal à utiliser les fonds européens. Alors j'aurais voulu savoir si les fonds européens n'arrivent pas, si c'est nous qui ne déposons pas des dossiers, si l'explication, parce que je pense que ça pourrait être une solution. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur le maire? C'est pas facile de mobiliser des fonds européens. Nous vivons actuellement l'expérience d'une maison de quartier qui a été initiée parce que la construction n'est pas achevée, mais qui est sur le point d'être achevée, et nous sommes sous la menace de devoir rembourser des fonds européens qui ont été mobilisés, et comme le dossier tel qu'il devrait être constitué et mené à bien ne semble pas l'avoir été, puisque nous en avons hérité depuis que nous sommes là en 2020. Et le risque est au-dessus de nos têtes qu'on nous demande de rembourser. Alors, c'est très difficile de mobiliser ces fonds. Parfois, on demande aux investisseurs d'avancer les fonds, donc il faut faire des emprunts. Et parfois, l'AFD accepte de préfinancer, mais l'AFD aussi tient à ce qu'elle puisse retrouver ses billes. Et là, encore la menace plane, puisque l'ancienne équipe municipale a vraisemblablement pas conservé les pièces justificatives, donc la menace plane de devoir rembourser sous nos fonds propres à l'AFD quelques millions d'euros qui nous avaient été avancés. Donc il y a une vraie complexité de mobilisation des fonds européens, il y a la nécessité d'avancer, donc de faire du préfinancement, donc souvent on n'a pas l'argent pour l'investissement, on va le chercher, mais après on nous demande de donner l'exemple déjà, montrez-nous ce que vous savez faire et on vous remboursera après. Donc il y a une vraie difficulté. Il y a une difficulté à mobiliser les fonds, à justifier de leur bonne utilisation, parce qu'il y a une insuffisance d'ingénierie locale, puisque pendant longtemps, les collectivités ont servi de pompe à aspirer la grogne sociale, et on a embauché à tout va, et je suis maire d'une commune de 2,6 km² qui embauche 700 personnes, là où il en faudrait 400. Et sur ces 700 personnes, 650 sont des catégories C. Et donc, ce n'est pas avec ces gens-là que vous allez monter des dossiers pour aller chercher des fonds européens. Donc, étant une commune en déficit, il nous est fait interdiction de recruter. Donc, on a dû se battre pendant 1 an avec l'État pour qu'on reconnaisse qu'on ne peut pas faire la révolution sans une armée de cadres. Et on nous a autorisé à recruter 8 cadres. Donc, c'est souvent un problème d'ingénierie, d'incapacité à constituer les dossiers, et une inadéquation entre les exigences formelles de l'Union européenne et la capacité des collectivités à avancer les fonds ou à en justifier dans les règles. Donc l'Europe ne nous sert pas à grand-chose en tant que collectivité. J'entends, c'est une sorte de lubie, quoi. On nous parle de fonds européens en centaines de millions, en vingtaine, en dizaines de millions, mais quand vous voulez les mobiliser, c'est la croix et la bannière. Donc actuellement, en tant que maire de Pointe-à-Pitre depuis 3 ans, je n'ai pas vu la ville émarger à 1 centime de fonds européens. La région est gestionnaire des fonds européens localement, mais la région elle-même semble être livrée à de lourdes difficultés pour pouvoir gérer ces fonds. Donc on gagnerait effectivement à pouvoir mobiliser plus de fonds européens
on gagnerait à ce que l'Europe nous accompagne aussi à constituer les dossiers, parce que nous sommes des communes qui ont été, des collectivités qui ont été pendant longtemps sous-estimées, infantilisées et comme je vous dis, qui servent à embaucher la misère sociale, à éviter la révolution, à éviter les révoltes. Donc on embauche tous ceux que les usines ont mis au chômage parce que les usines ont fermé, qu'à la place des champs de canne, ce sont les spéculateurs immobiliers qui construisent des maisons dans les champs de canne et dans les champs de bananes et qui, face aux aléas climatiques, subissent des inondations qui génèrent des besoins énormes de réparation dont nous n'avons pas les moyens. Donc je pense qu'à ce stade, il faut qu'on pense à un autre modèle de développement pour ces petits territoires, notamment la nôtre qui est un archipel, puisque la Guadeloupe est composée d'îles et des petites îles. Donc on ne peut pas s'inscrire dans un modèle de développement de grands pays continentaux qui bénéficient de la continuité territoriale pour aller chercher de l'énergie en Belgique ou en Italie ou à côté quand il y a des risques de blackout en France. Nous, on n'a pas ça. Quand nos îles se retrouvent sans courant, on est dans le noir. Il n'y a pas le voisin à côté qui peut nous en donner. Et donc le modèle de développement que nous avons et qui est suscité par une relation néocoloniale qu'on a avec la France, ou une économie de plantation qui tournait vers l'exportation de sucre et banane en France, ce n'est pas adéquat. Donc si on veut penser développement durable, l'écologiste que je suis, je prône un développement durable qui soit à l'échelle de nos territoires. Nous avons une tradition qu'on résume par le bail coco pour savon. Tu donnes du coco, on te donne du savon, c'est le troc. Et donc tous ces systèmes ont été abandonnés et nos parents produisaient beaucoup plus alors qu'ils avaient moins de moyens technologiques que nous. Ils produisaient beaucoup plus dans les années 50, 60 en Guadeloupe qu'aujourd'hui où on est dans une société de consommation où ceux-là même qui nous ont asservis, c'est eux qui ont le monopole aujourd'hui de la distribution, de la grande distribution et qui vendent à 70% plus cher en France des produits importés. Donc c'est pas viable. C'est pas viable et ce n'est pas qu'une question de dépendance ou d'indépendance, car je pense que c'est sur nous-mêmes que nous devons faire la révolution. Ce n'est pas à l'égard de la France et c'est pas à la France de nous libérer. Je prends souvent cet exemple de Bob Marley qui dit Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Libérez-vous de l'esclavage mental. Personne d'autre que nous-mêmes ne peut libérer nos esprits. Donc nous devons nous-mêmes nous affranchir d'un modèle économique qui n'est pas le nôtre, où on est le deuxième plus grand consommateur de champagne d'Europe, alors qu'on n'en produit pas. Il faut qu'à un moment que nous-mêmes on se regarde et qu'on arrête de dire que c'est la France qui doit nous permettre de concevoir un autre modèle de développement économique qui soit adapté et durable pour nos territoires. Merci, monsieur Durimel. Monsieur Riemann, vous pensez aussi, vous pensez aussi que pour les fonds européens, c'est un problème de manque d'ingénierie locale aussi en Guyane? Il y a plusieurs problèmes par rapport aux fonds européens. Donc, monsieur le maire a bien rappelé que les fonds européens sont gérés, en tout cas pour les territoires qui sont sous l'article 73, sont gérés par les régions. D'accord? Donc, la Guyane a une collectivité unique comme la Martinique, donc c'est la collectivité de Guyane qui gère les fonds européens. Après, ce qu'il faut savoir, pour toucher les fonds européens, il faut payer en avance. Parce que les fonds européens arrivent une fois que la facture est payée totalement. Il n'y a pas d'avance comme ça peut le faire lorsqu'on mobilise les fonds nationaux, on va dire. Donc ça veut dire que ça pose un problème de fonds dans la mesure où la plupart des collectivités n'ont pas la trésorerie suffisante pour payer une partie déjà, ensuite pour toucher l'argent in fine. Donc ça pose un problème majeur. Après, oui, alors je suis mitigé sur l'aspect ingénierie. Donc, monsieur le maire parle de ce qu'il connaît de son territoire. Moi, de ce que je connais sur mon territoire et sur certains autres, ce n'est pas forcément le problème d'ingénierie qui pose un problème de fonds en matière de captation des fonds européens. Le premier problème, ce sont les projets qui doivent être portés. Parce que souvent, on se trompe. On se dit, mais comme on n'a pas l'argent, on ne demande pas les projets. En fait, non, il faut faire les projets, il faut les établir. Et ensuite, on va chercher les financements pour que ça puisse fonctionner. Donc après, il y a une question de décision, de volonté politique, tout simplement. Et là, je suis d'accord avec monsieur le maire. On doit s'émanciper d'une doctrine ou d'un fonctionnement qui n'a plus lieu d'être. Et en fait, les rapports doivent changer entre Paris et nos territoires. Ça ne doit plus être dans un sens vertical, mais on va dire un sens horizontal où on est plus sur la concertation, le partage des choses. L'État doit être un vrai partenaire pour nos territoires et pas l'inverse. Parce que souvent,
Là où le diable est dans les détails, j'explique. Par exemple, lorsqu'une commune est en difficulté aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le dispositif quorum qui est mis en place. Donc ce fameux dispositif quorum, l'État oblige entre guillemets la collectivité à prendre des mesures drastiques et en contrepartie, l'État apporte des aides financières à la dite collectivité. Mais ce que l'État ne dit pas, c'est en gros, c'est comme si l'État prenait la main de façon détournée sur la collectivité parce qu'elle oblige carrément à faire des choix drastiques, tels que par exemple baisser très concrètement le personnel, augmenter les impôts de façon assez conséquente. Donc ça a des effets assez importants sur le territoire. Et lorsqu'on connaît notre tissu économique et social, pour ce que je reconnais de la Guyane, vous avez 53% de la population vit avec moins de 600 euros par mois. 53% de la population vit avec moins de 600 euros par mois. Lorsque vous avez une telle typologie en matière de population, comment est-ce que vous pouvez penser à augmenter les impôts? Et en plus que cette réalité économique et sociale de nos territoires est bien due à la politique menée, prônée par l'État central jacobin de l'État français depuis des décennies. Donc effectivement, tant qu'on ne va pas changer ce modèle, tant qu'on ne va pas sortir de cette situation et de rapport de Paris à nos territoires, on va continuer à émettre les mêmes erreurs pour arriver aux mêmes finalités. Donc oui, on doit arriver à un moment aujourd'hui, en tout cas nous c'est ce qu'on prône au sein du Parlement, c'est qu'on doit changer de doctrine, on doit changer de paradigme pour avoir en finalité une avancée concrète en matière économique et sociale, sur le choix de chaque territoire dans son modèle de développement. Nous, la Guyane, on n'est pas une île, on est sur un continent, l'Amérique du Sud. Et par exemple, un très gros problème que nous avons, il est extrêmement compliqué pour nous de négocier, de discuter, de faire des affaires avec nos pays voisins. On a un pays, notre voisin, qui est le Brésil, qui est un géant économiquement. Je rappelle qu'aujourd'hui, le Brésil fait partie de ces pays qui ont décidé de mettre en place les BRICS pour faire front aux pays de l'Occident. Mais aujourd'hui, est-ce que la Guyane a la capacité à traiter des accords directement avec le Brésil? La réponse est non. Tout passe par Paris. Si aujourd'hui on veut de la matière du Brésil, ça quitte le Brésil, ça va en Europe et ça revient en Guyane. C'est quelque chose de complètement aberrant. On se dit mais c'est pas possible. Pourtant, le Brésil a la capacité à fournir de la marchandise avec les normes européennes, mais il n'y a rien qui passe de Brésil à Guyane. Je donne cet exemple concret. Pendant la crise sanitaire, on avait une rupture d'approvisionnement pour aliments pour bétail. Donc oui, effectivement, la Guyane, qui est un très grand pays, ne sait pas produire les aliments qu'il faut pour nourrir son bétail. C'est un autre problème encore. On a dit, ben, effectivement, on est le premier producteur au monde de soja, par exemple, qui est le Brésil. À côté, on peut se fournir. Ah non, interdit. Si on doit prendre la marchandise du Brésil, elle passe par l'Europe et elle revient en Guyane après. Donc, on voit bien qu'effectivement, nous sommes sur des aberrations, tant au niveau national qu'au niveau Europe, parce que ce sont bien les normes, les contraintes européennes qui obligent à avoir ce genre de dispositif-là. Donc, même au niveau de l'Europe, et ça, c'est le rôle de la France, parce que la France est un pays moteur au niveau de l'Union européenne. La France doit faire comprendre aujourd'hui qu'en matière de région ultra-périphérique, l'Europe doit évoluer sa posture en matière réglementaire et au niveau des normes pour permettre justement plus de facilité, plus de développement endogène. Et pour finir, il y a un aspect qu'on ne parle pas trop là-dessus aussi, c'est l'octroi de mer. Et ça, il y a une faute à deux niveaux. Oui, l'État faute avec l'octroi de mer, mais nous aussi, au niveau local, on faute dans la mesure où l'octroi de mer aujourd'hui est venu supplanter le manque de moyens alloués à nos territoires pour leur développement. Si aujourd'hui vous enlevez l'octroi de mer, vous arrêtez le financement des collectivités. Or, l'octroi de mer à sa création n'a pas été créé pour ça. L'octroi de mer a été créé pour protéger la production locale par rapport aux produits similaires qui seraient importés. Mais comme l'Union européenne impose, on va dire, une concurrence à l'échelle européenne, donc ils sont obligés maintenant à avoir ces dispositifs-là. Sauf que derrière, vu que l'État ne suit pas le développement des territoires, ben, ce qui se passe, c'est que maintenant, on importe tout et tout est taxé. Souvent, je fais l'exemple, je dis, mais attendez, lorsqu'une voiture rentre, on taxe la voiture d'octroi de mer. Ok, je dis, est-ce que sur nos territoires, nous produisons des véhicules? La réponse est non. Donc aujourd'hui, l'octroi de mer est une espèce de taxe à la consommation déguisée qui permet de financer, d'alimenter les caisses des collectivités. Donc il va falloir aussi que sur les discussions que nous aurons avec le gouvernement sur l'évolution de l'octroi de mer, qu'on se dise des vérités, clairement, et qu'on puisse, même entre nous aussi, territoire ultramarin, parce que d'un territoire à un autre en matière d'octroi de mer, ce n'est pas la même chose. Donc il y a beaucoup de sujets à aborder.
entre nous ultramarins pour qu'on tombe d'accord, qu'il n'y ait pas cette volonté concurrentielle qui existe entre nous, donc on doit casser ça aussi, et ensuite derrière avoir le même discours via le gouvernement, via l'État et via l'Europe, pour qu'on puisse tomber sur des bases saines et effectivement arriver à un développement endogène et qui soit vertueux pour nos territoires et nos populations. Oui, merci beaucoup. Il reste deux sujets, enfin un sujet auquel je tiens, c'est Monsieur Durimel, vous parliez tout à l'heure de avant c'était plus facile le troc. Est-ce que vous ne pensez pas que nos difficultés ont été décuplées par tous les problèmes climatiques qui existent par le monde et pour lesquels on est au premier plan? Est-ce que la solution ne peut pas venir de meilleurs aménagements, de l'écologie, des déchets, une utilisation de nos déchets? Est-ce que ce n'est pas là où se situe le premier problème? Je crois, puisque ça fait 30 ans que je milite en tant qu'écologiste et que je dis que le modèle de développement n'est pas adéquat, que nous construisons sans tenir compte des contraintes climatiques auxquelles nous sommes exposés. On a artificialisé un maximum de sol, si bien que lorsqu'il pleut, l'eau ne pénètre pas dans le sol et glisse très rapidement vers les centres et provoque des inondations. Donc effectivement, on a été aménagé et équipé avec des conceptions qui ne sont pas adaptées à nos réalités climatiques. En plus, les dirigeants, autant que la population, il n'y a pas que les élus, ont ignoré le fait climatique, puisque ça fait 30 ans, personnellement, je suis engagé et je milite, je ne suis élu que très récemment, et j'avais l'impression de prêcher dans un désert quand je parlais de réchauffement climatique et des bouleversements que ça allait provoquer. Maintenant qu'on est dedans, maintenant que l'écologie n'est plus une affaire d'écolo-bobo, mais c'est devenu le droit positif, l'avocat que je suis, on se rend bien compte que maintenant l'écologie c'est la norme. Et donc on ne va pas pouvoir y échapper. Maintenant on va presque nous dire quelle quantité d'énergie que nous pouvons consommer par mois. On va presque nous commander de devoir réduire notre empreinte carbone en levant le pied sur nos déplacements, sur nos consommations, sur ce qu'on va manger, sur nos façons de nous vêtir et autres. Donc le changement va être imposé maintenant par la loi, mais ça fait longtemps que nous aurions déjà dû embrasser les valeurs du développement durable, et c'est pour ça que je dis que l'écologie est plus émancipatrice que ni article 73 ou article 74, sauf que personne ne veut l'entendre parce qu'on espère que c'est l'autre qui va nous donner un bon article qui va faire que nous serons mieux lotis. Il faut que nous-mêmes, sur nous-mêmes, qu'on intègre le fait climatique, qu'on retienne les circuits courts, qu'on puisse acheter directement des producteurs, et que la relation s'établisse entre consommateurs et producteurs et qu'on puisse, autant que faire se peut, sauter la case distributeur où les surcoûts sont ajoutés. Donc l'écologie, c'est aussi rapprocher les gouvernants des gouvernés. Donc c'est aussi un système qui s'appliquerait même à toute la France, à toute l'Europe. Nous militons pour une Europe, une France qui serait une fédération de régions autonomes. Et ça aussi, l'écologie le prône depuis tantôt. C'est pour ça que je vous dis, embrassons l'écologie, soyons de plus en plus écologistes, et je pense que les aménagements du territoire, ce que nous faisons sur nos pays seront plus proches de nos réalités, car c'est ça que prône l'écologie, être ce que nous sommes et non pas être des personnes qui sont en attente d'une solution venue d'ailleurs. Et c'est le cas pour les constructions. Vous avez vu à Pointe-à-Pitre par exemple, où on a construit l'école de Kermadec qui est construite pratiquement dans l'eau, à Dubouchage. Et c'est un beau site qui aurait pu servir à un autre développement, à une autre attractivité pour notre territoire. Donc on a besoin de cet idéal commun qui soit plus proche de nous, plus proche de la nature, plus proche de nos réalités. Et c'est en s'inspirant de ces valeurs du développement durable que nous allons pouvoir bâtir des régions, des pays qui soient viables et qui soient résilients comme on nous demande de l'être face aux bouleversements climatiques qui sont en cours. Voilà. Et vous, monsieur le député, qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui avez Ariane sur votre territoire, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais en fait, bon, je ne dirais pas comme M. Durimel que je suis un écologiste, mais j'ai été élevé dans le développement durable. Moi, j'ai été élevé par mes grands-parents, et mes grands-parents ne jetaient rien. Soit ils recyclaient, ou soit ils ne jetaient pas.
Oui, mais en fait, oui, mais comme je dis si bien, moi je dis pas, mais le mot écologie n'est pas dans notre culture intrinsèquement. Faut le rappeler aussi. Moi, en tant que Guyanais, dans la culture guyanaise, le mot écologie est arrivé après. Au départ, on n'avait pas tout ce qu'on consommait. Donc, quand vous achetez quelque chose à l'épicerie, la bouteille ou quoi, vous la rameniez, elle était consignée et vous donnez votre argent. Vous ne jetez rien à part ce que vous consommiez en matière d'aliments. C'est le monde économique qui est passé sur la volonté de consommation à l'état pur qui a modifié les comportements avec l'aval des politiques. Donc lorsque les politiques maintenant nous disent que soit par la loi on va vous imposer une manière de vivre, j'ai envie de dire mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas empêché le monde économique de bouleverser le monde? Parce que c'est le monde économique qui a bouleversé le monde. Qu'on le veuille ou non, ce ne sont pas les citoyens lambda. Il y a des décisions qui ont été prises, qui ont été acceptées par les décideurs d'antan. Et même aujourd'hui, quand vous regardez bien la transition écologique, la transition énergétique, ben, ceux qui ont pollué hier sont ceux aujourd'hui qui se disent qu'ils ont la main verte, qui vous disent que j'ai la main verte, aujourd'hui on est pour la planète. Donc ça me fait doucement sourire. On voit bien encore cette fois, ce sont des jeux politiques, ce sont juste des postures pour les uns et les autres, mais il en est moins vrai, par rapport à ce que dit M. Durimel. Il ne tient qu'à nous effectivement de choisir quel mode de développement on veut pour nos territoires, qui soit effectivement en adéquation tant pour le développement d'un territoire de façon harmonieuse, et tant aussi pour la sauvegarde et la pérennisation de notre environnement pour les générations futures. Parce que, en tant qu'être humain, si je ne respecte pas mon environnement, la terre qui me nourrit, parce que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons vient du sol. Vêtements, chaussures, stylos, tout ce qu'on vient du sol, vient du minéral. Et si on ne préserve pas cela, ça veut dire que demain, automatiquement, on est en train de tuer ce qui nous permet de vivre. Donc, il ne faut pas être fou, j'ai envie de dire. On a les moyens d'inverser la tendance. C'est juste une question de volonté. Quand j'entends certains gouvernements dire oui, c'est compliqué, il faut payer, oui. Mais ceux qui ont pollué, le principe même du pollueur-payeur doit s'appliquer aujourd'hui. Vous avez pollué un moment, vous devez payer pour qu'on puisse sortir de cette situation-là afin de garantir l'avenir de la planète. Donc moi, je suis sur cette posture-là, tout simplement. Pas sur... Je ne vais pas prôner aujourd'hui que je suis le plus grand écologiste du monde, pas aussi bien que monsieur le maire, mais en tout cas, j'aspire à préserver mon environnement, à avoir un développement qui soit effectivement en taille humaine, mais les méga structures, comme on a pu voir ou comme on voit à certains endroits aujourd'hui, pour moi, ça n'a plus lieu d'être. On doit choisir des modèles qui nous ressemblent, mais pas qui ressemblent aux autres, comme l'a confirmé M. Durimel. Merci beaucoup. Je pense qu'on devra terminer. On va conclure. Oui. On va conclure. Oui. Merci pour ces échanges. Ce que j'ai retenu, c'est que le salut doit venir de nous-mêmes, de nos populations. Il ne faut pas qu'on se dise que c'est les autres qui vont faire pour nous. Il faut qu'on commence à balayer devant notre porte et à vivre ensemble. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.